Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect. Le gouvernement souhaite permettre de plus grandes amplitudes d'ouverture des bibliothèques en faveur des étudiants. Est-ce une bonne idée ? Comment cela peut-il se mettre en place ? Et quelles questions ce projet pose-t-il ? Eh bien, nous recevons ce soir Christine Stotzenbach, directrice de la bibliothèque universitaire de l'UPEM. N'hésitez pas à réagir ou à commenter cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Il y a quelques semaines, nous vous parlions du combat entre les taxis et les autres entreprises de véhicules avec chauffeurs comme Uber. Ce soir, Hugo, notre correspondant en Corée, vous propose un petit comparatif avec ce qu'il se passe là-bas. Ce sera notre rendez-vous Chic Corée. À la fin de cette émission, nous ferons notre coup de projecteur sur Cook, la nouvelle série documentaire de Netflix. Politiquement Incorrect numéro 114, c'est parti. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec, présenté par Nicolas. Et avec nous ce soir, nos chroniqueurs, Marc, Nelson, Olivia, nous aurons Hugo, je vous le disais, et notre invitée, Christine Stotzenbach. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre interview de ce soir. Et c'était il y a quelques semaines, Thierry Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, a proposé de faire en sorte d'ouvrir davantage les bibliothèques universitaires. Bonsoir et merci donc d'être avec nous. Avant d'entrer dans le sujet en lui-même, peut-être pouvez-vous nous préciser quel est votre rôle au sein de l'université de Marne-la-Vallée en tant que directrice de la bibliothèque ou des bibliothèques, on dit ? Donc moi je préfère dire la bibliothèque universitaire, mais comme vous le savez, c'est un patchwork de bibliothèques, parce qu'il y en a 10 actuellement qui sont ouvertes au public. Et donc, il y en a 5 qui vont rejoindre, je l'espère, à la rentrée, la bibliothèque Georges Perec. Alors peut-être très brièvement rappeler le contexte, on a une bibliothèque qui n'est pas ouverte actuellement puisque Oui. elle existe physiquement mais Bien sûr. elle a quelques soucis. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on entend toujours parler qu'elle va ouvrir dans 6 mois finalement. Oui, On a bon espoir ou pas alors pour la prochaine rentrée ? Est-ce que oui, vous en on a bon savez ? espoir. Oui. On a bon espoir. Donc, tout le monde croise les doigts. Donc, je ne peux pas vous dire grand-chose de ce qui se passe, puisque moi, j'ai un droit de réserve à Bien sûr. respecter et de neutralité. Mais disons que l'université met vraiment tous les moyens. Et puis, les personnels du SCD, du SCD, Service commun de documentation, parce que je dis tantôt l'un, tantôt bibliothèque universitaire. Donc, les personnels aussi seront prêts. Donc, on se prépare activement pour la rentrée. Eh bien, parfait. Donc vous l'avez dit, il y a une dizaine de bibliothèques à l'université de Marne-la-Vallée. Et ça représente combien d'agents alors du coup à Alors, il y gérer ? a 52 personnels actuellement. Donc, il y en a la moitié d'entre eux dont la mission principale est d'accueillir les usagers, donc les étudiants, les enseignants, toute personne qui vient fréquenter la bibliothèque. Donc, ça veut dire donc, des moyens en personnel, la moitié conséquent. L'autre moitié des personnels fait également de l'accueil du public, mais sur un nombre d'heures beaucoup plus réduit. Voilà, donc dans les missions, je dirais, outre l'accueil du public, donc vous voyez qu'elle a un poids très important. Bon, il y a bien sûr classiquement l'achat de la documentation, imprimée et numérique maintenant, beaucoup de développement du numérique. Il y a le signalement des collections qu'on achète dans le catalogue. Il y a la mise à disposition sur les rayonnages, parce que tout ça, c'est une organisation du travail pour les personnels. Il y a les formations documentaires aux étudiants, qui nous tiennent beaucoup à cœur et auxquelles on consacre beaucoup d'heures. Et puis, il y a plein d'autres aspects. Donc, je citerai aussi la communication, donc l'onglet bibliothèque sur le site web de l'université, et puis notre page Facebook Bibliothèque universitaire. Donc, il y a plein d'autres aspects. Donc, là, j'en cite quelques-uns. Donc, la mission des bibliothèques universitaires, c'est d'être à la fois un soutien pour l'enseignement et un soutien pour la recherche. Donc là, je vous parlerai plutôt de ce qui est fait côté enseignement, parce que je m'adresse à des étudiants, mais on a ces deux missions-là. Donc, et moi, mon rôle en tant que directrice de la bibliothèque, parce que ça, c'est un titre officiel, à vrai dire, diriger, pour moi, c'est un bien grand mot, parce que quand je ne suis pas là, la bibliothèque fonctionne.
Donc ça veut dire que chacun sait quelle est sa mission, voilà, qu'est-ce qu'il a à faire et que donc je peux prendre des congés et m'absenter sans qu'il y ait aucun souci. La bibliothèque ne s'écroule pas, elle continue à fonctionner normalement. Donc moi, mon rôle, je le vois plutôt comme un rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est à moi de faire que chaque personnel ou chaque groupe de personnel joue sa partition et les moyens de le faire et que ça se passe bien. Alors, je suis aussi un guide puisque je fixe les priorités. Donc, la priorité pour cette rentrée, mais c'était, enfin, pour cette année, puisque c'est fixé à l'année universitaire, c'est bien sûr tout mettre en œuvre pour que l'ouverture de la bibliothèque Georges Perec. Donc, ça, c'est l'objectif 1, la mission 1. Voilà, donc chaque année, je donne des orientations. Alors bien sûr, je m'occupe aussi de tâches plus administratives puisque je suis responsable du budget, de la bonne exécution du budget. Je suis responsable aussi de la gestion des personnels, donc les mutations, enfin les arrivées des personnels, tout ce qui concerne leur carrière, qui prend beaucoup de temps mais qui est aussi un aspect assez passionnant. Et puis surtout, un directeur doit avoir une vision prospective, c'est-à-dire qu'il doit enfin, c'est à partir, de mon expérience, des journées d'études où je vais, de mes lectures, où je dois dessiner, voir se dessiner quel est l'avenir, puisque c'est une bibliothèque, c'est, un organisme, qui est tout le temps en évolution. Même si on a l'impression de l'extérieur que c'est assez stable, en fait, il y a tout le temps des évolutions et il faut prévoir, est-ce qu'on va par là? Est-ce qu'on n'y va pas? Et avec quels moyens il faut? Ce genre d'aspect. C'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, on a cette vision de la bibliothèque qui finalement, les livres, ça parle Oui, toujours du passé, hein, enfin oui, très souvent. En très tout cas, souvent. dans une bibliothèque universitaire, c'est pas de la science-fiction, Non. donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a voilà, toute une politique derrière, évidemment, Mmh. derrière l'ouverture et derrière les bibliothèques en elles-mêmes. Alors peut-être voir justement, là il y avait une proposition qui est mise, qui a été mise au jour, une volonté gouvernementale d'ouvrir les bibliothèques sur de nouveaux horaires, sur de nouveaux créneaux finalement Ouais. plus larges, plus tard en soirée, parfois jusqu'à 22 h, ou alors même le week-end, le samedi. Mmh. Et le Alors, dimanche? et le dimanche Mmh. éventuellement. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça peut changer les choses? Alors, peut-être votre regard de manière générale en tant Mmh. que directrice d'une bibliothèque, Mmh. mais aussi plus particulièrement à Marne-la-Vallée, qui est un peu particulière avec ses étudiants qui n'habitent pas forcément dans le coin d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a à la fois des des impulsions, qui sont données au niveau, national, mais qu'il faut toujours, mesurer par rapport au local, ce qui peut être fait en local. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on a les moyens? Parce qu'en fait, donc là, dans les demandes du gouvernement, ce ne sont pas les premières, il y a déjà eu des plans avant, notamment en 2010, pour étendre. Donc ce que je voulais donner comme contexte, c'est qu'en 1988, les bibliothèques universitaires ouvraient 40 heures par semaine en moyenne et qu'il y a eu des progrès énormes qui ont été faits, puisqu'en 2015, elles ouvrent en moyenne 61 heures. Donc on n'est pas très loin de la moyenne européenne qui est d'ouverture à 65 heures. Et donc, ce plan-là peut permettre d'arriver à la moyenne européenne. Après, avec des variations suivant où se trouvent les bibliothèques. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il faut vraiment différencier les bibliothèques universitaires qui sont situées en centre-ville, dans les grandes villes, qui donc ont tout un environnement qui permet de les ouvrir plus largement le soir, parce qu'il y a des transports. Le samedi, parce qu'il y a aussi des transports et qu'il y a de la restauration à proximité le samedi et le dimanche. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bibliothèque universitaire dans l'université, c'est un service, mais qui est très dépendant d'autres services. Donc, par exemple, il faut s'assurer, quand la bibliothèque universitaire est ouverte, eh bien, que le service informatique peut être là ou peut être en astreinte si jamais il y a la moindre panne. Donc, la panne du réseau, panne du système. Parce que dans ce cas, s'il n'y a pas d'appui technique, eh bien, on est obligé de fermer. On ne peut pas ouvrir le samedi, on ne peut pas ouvrir le dimanche. Il y a plein d'éléments de contexte. Quand on ouvre le dimanche ou le samedi, il est préférable qu'il y ait un service de restauration pour les étudiants parce que voilà, c'est une facilité. Donc, si la bibliothèque n'est pas en centre-ville, est-ce que le Crous ou d'autres services
peuvent être présents le samedi ou le dimanche et peuvent être intégrés au dispositif. Ensuite, il y a les questions aussi de logistique. Que fait-on en cas de panne de chauffage, en cas de panne d'électricité, un samedi ou dimanche, en cas de fuite d'eau? Pareil, les services techniques de l'université, forcément, doivent être mis à contribution. Est-ce qu'on peut accepter que les sanitaires ne soient pas nettoyés le dimanche? Aussi ce genre d'aspect. Est-ce qu'on peut ouvrir sans personnel assurant la sécurité? Non, dans aucun cas. Donc ça veut dire aussi que les personnels de sécurité doivent être là jusqu'à 20h, jusqu'à 22h, le samedi, le dimanche. Donc ça, c'est une obligation hein, donc pour les universités. Donc c'était pour dire que l'ouverture de la bibliothèque, ça dépasse le seul cadre de la bibliothèque. C'est-à-dire que ce n'est pas des éléments qui empêchent, mais c'est des éléments qui doivent être pensés globalement. Et donc, penser globalement, ça veut dire qu'il y a une politique de l'université globale sur l'offre de services, ouverture de la bibliothèque, certes, mais qui a des incidences aussi sur le fait que d'autres services soient présents. Alors en sachant a priori que la nouvelle bibliothèque qui devrait ouvrir, Oui, j'imagine que dans le projet, il y avait déjà cette ambition d'étendre légèrement les horaires, ne oui. serait-ce qu'en début de soirée, puisqu'on sait, actuellement ça ferme vers 18h, c'est ça, l'Université des C'est Marnes-la-Vallée? alors ici, les bibliothèques ferment à 18h30 et il y en a une seule, enfin entre 17h30 et Hmm. 18h30, ça dépend. Les petites ferment à 17h30, les plus grandes à 18h30 et la bibliothèque Guioliac ferme à 19h. Donc dans la prochaine bibliothèque, elle sera ouverte de 8h30 à 19h, du lundi au vendredi, avec pour le mardi une journée spéciale on ouvrira jusqu'à 20h. En revanche, elle ouvrira à 10h. Donc mardi 10h, 20h. Elle ouvrira le samedi, ce qui est une grande première dans cette université. Elle ouvrira de 11h à 17h. Donc ça fait une moyenne d'ouverture de 58 heures par semaine pour ce bâtiment-là. Et donc il y a un plus par rapport à l'existant. Alors on le sait, les universités sont quand même assez libres dans leurs décisions de manière générale, elles sont autonomes. Oui, Donc du coup, on imagine que le gouvernement n'a pas de moyens de réelle pression. C'est un plan global qu'il souhaite mettre en œuvre, mais c'est oui. en aucun cas une véritable contrainte de toute façon, non? Non, on ne peut pas dire que ce soit une contrainte. Donc, le gouvernement a conçu un plan sur 3 ans avec des financements à la clé. Mais le financement porte essentiellement sur le recrutement de moniteurs étudiants pour ouvrir en soirée, le Mm. samedi, le dimanche. Donc moi, je suis tout à fait, enfin, disons, favorable, parce qu'on le fait déjà, à employer des étudiants en tant que moniteurs ou vacataires à la bibliothèque, parce qu'en fait, c'est un service rendu des deux côtés. Donc nous, ça nous permet, par exemple, d'avoir du personnel qui sera là soit tôt le matin, soit à l'heure du déjeuner, soit le soir, le samedi également, puisque c'est prévu. Pour les étudiants, leurs plages horaires, en fait, sont faites en fonction de leurs contraintes en tant qu'étudiants, en fonction de De leur emploi du temps? de leur emploi du temps. Donc, ils travaillent en moyenne 10 heures par semaine à la bibliothèque et c'est vraiment pour nous un appui, hein, donc en service d'appui à la bibliothèque. Donc, en général, le travail avec les collègues se fait bien, puisque moi, les étudiants, ils ont souvent licence, master, doctorat comme niveau. Et donc, il n'y a pas de problème d'appropriation du contexte, de la manière dont on fonctionne. Voilà. Et puis, ils ont affaire à leur pairs. Donc, c'est aussi un plus. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en juste avant l'émission, vous nous disiez que, en tant que directrice, vous n'avez pas de contact direct avec les étudiants, mais Non. finalement, par le biais de ces étudiants qui travaillent au sein des bibliothéques, Oui. vous et l'ensemble des équipes Mhm. êtes en permanence au contact quand même des Oui, tout étudiants et à avez fait. la possibilité d'ouvrir le dialogue et les étudiants eux-mêmes d'ouvrir le dialogue avec la direction des bibliothèques finalement. Oui, tout à fait. Mais on sait ce qui se passe. Bon, moi, je suis un peu loin hein, en tant que directrice, mais en revanche, les étudiants ont tout le loisir de parler avec mes collègues, d'échanger avec mes collègues. Sur le travail et éventuellement sur d'autres choses, sur leurs études. Alors, est-ce qu'on sait si justement il y avait une demande de la part des, enfin, s'il y a une demande, pardon, à l'Université de Marne-la-Vallée, des étudiants, s'il y a des demandes particulières qui sont en voie d'être satisfaites ou non, justement sur ces horaires, est-ce qu'il y avait des demandes qui avaient été faites? Alors en 2010, donc quand on était proche d'ouvrir la bibliothèque Georges Perec, Mm. on avait fait une enquête au niveau de la bibliothèque
qui a été menée auprès des étudiants à partir d'un questionnaire à choix fermé, parce qu'en fait, on voulait vérifier que ce qu'on souhaitait faire, ça correspondait quand même à une demande. Donc souvent, alors pas seulement ici, mais dans d'autres universités, souvent les demandes des étudiants, c'est d'ouvrir un peu plus tôt le matin et un peu plus tard le soir et le samedi. Donc là, le dimanche, bon, on n'avait pas mis ça dans le questionnaire, évidemment, parce que Oui, c'était pas à l'ordre du envisageable. jour. Voilà, donc c'est ça la demande majoritaire. Parce que ouvrir le dimanche, moi, je pense qu'il faut vraiment aussi demander leur avis aux étudiants. Est-ce qu'ils ont envie d'être dans le milieu universitaire 7 jours sur 7? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Alors là, ça dépend beaucoup des disciplines. Évidemment, si c'est des étudiants en médecine, il est probable qu'ils vont dire oui. Il y a déjà des bibliothèques de santé qui sont ouvertes le dimanche et très fréquentées. Après, dans les autres disciplines, c'est pas forcément le cas. Et alors, Hugo, qui est notre collègue qui est actuellement en Corée, nous posait cette question. Peut-on aller finalement jusqu'à des horaires d'ouverture 24 heures sur 24 comme en Corée? Ça existe Oui. là-bas. Et alors, bon, vous nous avez partiellement répondu. En Mmh, ville, ce serait plus facile, évidemment, que dans mmh. d'autres. Mais voilà, notamment pendant les périodes d'examen, on le sait, hein, Oui, mai, juin, fin mai, début juin, et puis bah, généralement autour de décembre, janvier, il y a ces périodes d'examen. c'est ça. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible finalement d'envisager ce genre de choses, une bibliothèque ouverte 24 heures sur 24, sachant que 24 heures sur 24, ça voudrait dire aussi bah, qu'on considère, qu'on acte le fait que les étudiants travaillent, je sais Ouais. pas moi, de 23 heures à 4 heures du matin sur leur partiel, par exemple. Oui, c'est le cas en Corée, c'est le cas dans d'autres pays, par exemple le Canada, où j'ai vu des exemples. Donc là, en fait, à partir de 19 heures, il n'y a plus de personnel de bibliothèque, mais il y a seulement le personnel qui De assure la sécurité. sécurité. Et je dois dire que c'est mis en place dans des pays où les étudiants, c'est culturel, en fait, ont une pratique très respectueuse, où il n'y a pas de problème particulier. Alors, je dis pas que c'est le cas en France. Il y a aussi des pratiques extrêmement respectueuses, mais ici, on est quand même plus réticent à laisser ouvert 24 heures sur 24, sauf en médecine, parce que c'est un cas particulier. Donc, pourquoi pas, mais je dirais qu'il faut, je dirais un peu, c'est pas applicable partout. À mon avis, ça ne peut être que très, très ponctuel. En revanche, pour ce qui concerne les périodes d'ouverture, c'est-à-dire pendant les congés d'hiver et les congés de Pâques, certaines bibliothèques universitaires se sont déjà adaptées. Ici, la difficulté, c'est que comme les étudiants n'habitent pas proche de l'université, bon, d'abord, l'université est fermée à la période des congés d'hiver. Mhm. Donc, ça veut dire si elle ouvre certains bâtiments, elle met les moyens que j'ai expliqués tout à l'heure. Elle accepte aussi de chauffer. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et pour Pâques, à Pâques, ici, actuellement, en fait, on réduit les horaires des bibliothèques, on ne les ferme pas totalement, parce que les enseignements, il n'y a pas d'enseignement, donc il n'y a pas d'étudiants, ou très peu. Donc voilà, c'est une particularité de l'UPEM, je dirais. Et qui est importante évidemment à mettre en œuvre. Olivia, tu étais justement au Canada, tu es déjà allée à la bibliothèque jusqu'à 1 heure du matin? Euh, donc moi, ma bibliothèque universitaire à Sherbrooke, donc dans l'université dans laquelle j'ai étudié, était ouverte jusqu'à 22 heures. Et je pense que si elle avait été ouverte plus tard, les étudiants seraient restés au sein de la bibliothèque. Mais à côté de ça, en fait, l'université restait ouverte. Et c'était tant qu'on y était, on pouvait en sortir. Par contre, à partir de minuit, oui, effectivement, on ne pouvait plus y rentrer. Mais c'est déjà arrivé que plusieurs élèves restent travailler jusqu'à jusqu'au matin. Et c'est vrai que ça me manque en France. Et même ici à l'université de Marne-la-Vallée, plusieurs fois j'ai voulu rester travailler tard parce que je sais que c'est là où je suis la plus active et où même jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, j'arrive beaucoup mieux à travailler. Et c'est assez frustrant, en tout cas pour moi, de voir que ma bibliothèque ferme à 18 heures. Alors finalement, ça rejoint une question assez intéressante qui est sur les services qu'on offre dans une bibliothèque, Ouais. sur un campus de manière générale. Euh,
une bibliothèque qui est ouverte plus longtemps, et vous l'avez même vous même dit, il faudrait de la restauration, etc. Finalement, ça permettrait d'animer le campus, de faire en sorte Exactement. que les étudiants y restent. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'ils n'y sont pas, mais Mmh. on peut éventuellement comprendre pourquoi. La maison de l'étudiant ici ferme à 21h30, l'année dernière c'était Oui. 20h. Les bibliothèques, bon, bah, le problème est en cours d'évolution depuis Mmh. quelques années maintenant. C'est malheureusement un problème technique principalement pour le Mmh. moment. Mais voilà, finalement, c'est pour animer ce campus et le développer. Ça participerait de cela. Oui, tout à fait. Alors, après, il y a alors déjà que la maison des étudiants ouvre jusqu'à 21h30, ça, c'est une très, très bonne chose. Dans l'idéal, il faudrait que la bibliothèque puisse ouvrir dans les mêmes horaires. Mais Mhm. là, on se trouve confronté, au fait de qu'est-ce qu'on ouvre? C'est-à-dire, est-ce qu'on ouvre la bibliothèque avec tous ses services? C'est-à-dire la possibilité d'emprunter les documents, de les rendre, la possibilité de faire des photocopies, des impressions, réserver un document? Ou est-ce qu'on en fait simplement une salle de travail Mm. avec un personnel de sécurité qui fait un peu, voilà, et ça fait un peu garderie. Donc, bon, mes collègues sont, je dirais, et moi aussi, on est plutôt opposés à l'aspect garderie. Parce qu'en fait, on pratique un métier. Donc, derrière, il y a de la formation initiale, de la formation continue, le souhait d'accueillir le public avec un panel de services étendu. Alors justement, ces services, qu'est-ce Mm. qu'on peut imaginer finalement dans une bibliothèque avec l'évolution, on le sait, des sources aujourd'hui qu'on trouve Mm. de plus en plus sur Internet? Comment rendre une bibliothèque attractive finalement aujourd'hui? Quels services on peut proposer dans ce lieu de vie? Alors, il y a des services qui sont proposés actuellement dans les bibliothèques universitaires nouvelles ou qui vont ouvrir. Il y a parfois des services Fab Lab, hein, que vous connaissez, qui sont à l'intérieur de la bibliothèque, donc avec la possibilité d'expérimenter, par exemple, la possibilité d'avoir des imprimantes 3D à disposition. Donc, dans certaines disciplines, c'est très, très intéressant. Donc ça, c'est une piste de développement, je dirais, qui est pareil, c'est en fonction de la politique de l'université. Le Fab Lab est dans l'université et dans la bibliothèque ou à côté, il est ouvert largement ou pas. Ce type de service a tendance à s'étendre. Donc voilà, après, c'est très fluctuant suivant comment en fait la direction de l'université conçoit le rôle de la bibliothèque et la fait travailler et où les bibliothécaires eux-mêmes demandent à travailler avec d'autres services un peu sur des secteurs sur lesquels pour l'instant on n'est pas ici à l'UPEM. Alors on va voir quoi dans la future bibliothèque? On aura que de la documentation universitaire ou il y aura d'autres choses de prévues? Est-ce qu'il y a des Alors choses de fixées déjà dans le cap oui, à oui, suivre? alors donc en fait dans cette nouvelle bibliothèque, il y a un espace qu'on appelle traditionnellement dans les bibliothèques une salle d'actualité, qu'on a appelé l'espace Agora, donc qui comprendra la presse d'information générale, mais qui comprendra des documents qui sont présents, hein, c'est pas nouveau dans les bibliothèques universitaires, mais qu'on n'a pas actuellement, qui comprendra des bandes dessinées, des mangas, la possibilité d'écouter, enfin de visionner des films, voilà, d'écouter de la musique. Ça, c'est plutôt il y a bien sûr l'aspect, dans une bibliothèque, l'aspect lieu d'étude, mais aussi lieu détente, lieu de convivialité. Donc, au niveau du mobilier, on y a veillé. Donc il y a pas que des chaises près des tables, hein, des places de travail comme on les appelle, mais il y aura, des canapés, des chauffeuses, donc des fauteuils, des endroits confortables qui pourront être, bon, déplacés par les étudiants suivant, voilà, où ils ont envie de s'installer. Alors Marc, tu as étudié 5 ans ici à l'université, on a passé une partie ensemble. Tiens, bah, par exemple, est-ce que tu fréquentais beaucoup les bibliothèques et quel est ton regard finalement sur les bibliothèques universitaires et ce qui nous est présenté ce soir finalement? Je les ai beaucoup fréquentées ces bibliothèques, alors notamment celles qui étaient à Bois de l'Étang et à Rabelais, parce que c'était de la science humaine et on avait tout qui était rassemblé ici finalement. Et au fond, je remarquais que ma participation, plutôt ma présence aux bibliothèques s'est amoindrie avec le temps parce que je trouvais beaucoup de choses aujourd'hui avec. On a parlé d'Internet et de tout ce qu'on trouvait sur Internet avec Kern ou même d'autres, percer tous les moteurs de recherche où il y a des articles scientifiques qu'on ne trouve pas forcément de manière précise dans les, euh, dans les bibliothèques. Alors, moi, j'ai eu un souci, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé et j'ai eu un problème pour pister les informations. C'est-à-dire que
ce qui est difficile quand on regarde dans une bibliothèque, même si on a des moteurs de recherche, on va taper des mots-clés, on va tomber sur les titres des mots-clés, on va pas forcément tomber sur les thèmes qui sont abordés dans les livres. Et c'est ça qui est très dommage. C'est pour ça que je me suis peu à peu rapproché d'Internet qui finalement m'aidait dans la recherche parce que dans tel chapitre, vous allez trouver ça, ça, ça. Et on restait un petit peu général, si bien que qu'on avait des exposés à faire sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, on va avoir pas 25 ouvrages qu'on va regarder, puis on va trouver 2 qui vont nous intéresser. Donc c'est pour ça. Puis aussi, il y a eu le développement peu à peu, Amazon qui a pris énormément d'ampleur avec des livres des fois peu chers, qui étaient anciens. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les livres, alors j'aime bien en avoir chez moi et j'aime bien pouvoir les consulter tout le temps Mmh. finalement. Et c'est pour ça que ça a peu à peu, ma présence s'est peu à peu réduite, d'autant que je trouvais des ouvrages très, très bons dans la généralité, dans la synthèse, je trouvais ça très bien. Mais dans la spécificité, je trouvais que ça manquait un petit peu de travail de recherche, de chercheur. Mais c'est peut-être aussi le propre d'une bibliothèque. Je trouvais qu'il manquait des ouvrages de chercheurs, des fois peu connus ou moins connus, et qui étaient tout à fait intéressants. Et je voudrais rebondir sur quelque chose. Bon, là, je finis mon cas personnel. J'aimerais rebondir sur quelque chose. J'ai l'impression, qu'en vous écoutant, finalement, euh, le problème de l'ouverture des bibliothèques concerne uniquement des problèmes économiques. Parce que vous dites que c'est tout ce qui entoure, finalement, la bibliothèque qui rend impossible cette ouverture ad vitam aeternam, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai l'impression que, au fond, des problèmes économiques rendent impossible l'ouverture 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24, même quelques jours. Donc ça, c'est pour un premier problème. Le deuxième problème, et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que je le remarque depuis un certain temps, et chaque fois quand on me le dit, on me dit que c'est pas que je me fais des idées, et je remarque qu'en France, il y a, c'est vrai, moins de respect envers les bibliothèques. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure, je dis pas que c'est partout pareil, mais je remarque qu'il y a une baisse de respect envers les bibliothèques, et moi j'ai beaucoup de respect pour le lieu en tant que tel, c'est quand même quelque chose de très beau, avec rempli de connaissances, et c'est pour ça que je rebondis sur cette dernière chose. Tu as posé une question, rendre la bibliothèque attractive. Et c'est moi quelque chose qui me dérange parce qu'on rentre là dans des espèces de considérations très modernes en fait de la chose, c'est-à-dire pourquoi une bibliothèque, on devrait la rendre attractive par quelque chose qui ne devrait pas rentrer dans la bibliothèque. Pour moi, la bibliothèque, c'est un lieu de connaissance, de culture, de raisonnement, d'échange. Pour le coup, ça reste dans des échanges. Et je remarque que ce qui me dérange, c'est de vouloir accoler un adjectif assez terrible et très moderne et plus économique que culturel aux bibliothèques. Mais sinon, pour le coup, l'intervention est très importante parce qu'elle met bien en relation le fait qu'un problème aujourd'hui dans nos sociétés, même depuis la nuit des temps, un problème en pose d'autres. C'est-à-dire que on est tous, je pense, pour l'ouverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais on ne pense jamais, et c'est ça le grand drame des médias aujourd'hui, c'est qu'on nous fait de l'actualité pour faire vendre en disant il faut ouvrir la bibliothèque, et ils le font exprès pour vendre, mais ils savent très bien que derrière tout ça, il y a une espèce de chaîne, c'est-à-dire que nos sociétés sont enchaînées, pas au sens négatif du terme, mais elles sont enchaînées, si bien que, évidemment, vous ne pouvez pas ouvrir tout le temps. Vous avez peut-être eu des éléments de réponse ou vous êtes tout à fait d'accord avec ce que Marc a Non, décrit? non, je suis plutôt d'accord avec votre vision. Donc effectivement, la bibliothèque, c'est un lieu de savoir, parce que c'est ça, d'abord, son image et ce qu'elle est réellement, un lieu de savoir. Mais le savoir, ça peut aussi avoir quelque chose un peu trop sérieux, pas inquiétant, mais qui ne permet pas à toute personne d'y accéder. Donc là, les étudiants, ils sont plutôt incités à y entrer et on présente la bibliothèque aux étudiants primo-arrivants, hein, tous, on leur présente la bibliothèque, comment elle fonctionne. Après, ça peut avoir un côté intimidant, sauf si on apporte des services qui peuvent voilà, servir réellement, hein, donc être appropriés. Donc, bon, par exemple, on a des demandes des étudiants pour avoir un appareil pour relier leurs rapports qu'ils ont à faire dans leurs études ou leur mémoire. Bon, pourquoi pas, ça c'est à notre portée facilement. Ça c'est un aspect, c'est l'aspect service. Ensuite, je dirais que parmi les services qu'on rend, il y a quand même beaucoup d'aide à la recherche documentaire. Donc les étudiants doivent savoir qu'ils ne doivent absolument pas hésiter à poser des questions, que jamais mes collègues ni moi on ne considérera qu'une question est bête. On va renseigner parce que c'est notre mission. Et donc, si vous n'arrivez pas à trouver un document qui correspond à votre sujet pointu, eh ben, on va vous orienter, on va chercher, on va dire, bah, tiens, cet ouvrage-là, il est à l'École des Ponts, par exemple. Ça, on peut vous le dire. Ou alors, il est à Paris dans telle université. Si vous ne pouvez pas, et admettons qu'il soit en province, on peut vous dire, bon, c'est un ouvrage très spécialisé, on va le faire venir par le prêt entre bibliothèques. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui, je pense, sont
pas assez bien connu des étudiants. Donc ça peut être, voilà, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de dialogue. Donc moi, j'incite beaucoup les étudiants à nous poser des questions. On aura des solutions pour arranger. Et puis c'est vrai que je l'ai découvert tardivement, c'est l'époque justement où je fréquentais de moins en moins les bibliothèques, mais il y avait la possibilité de proposer des choix d'achat. Tout à Et fait. ça, c'était très important parce qu'il y avait des ouvrages des fois qui étaient hors de prix parce qu'ils étaient soit anciens, soit qui étaient très difficiles à se procurer. Et c'est vrai que on avait des fois en 2-3 semaines maximum, on avait le bouquin. Et ça, c'était pour le coup, ça, voilà, je mets un peu d'eau dans mon vin, et c'est vrai que c'était plutôt un aspect très appréciable. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'aujourd'hui, la bibliothèque est quelque chose de très imposant. C'est vrai que, et puis n'importe quelle bibliothèque d'ailleurs, parce que on a beau se rendre à la bibliothèque François Mitterrand ou même à Cerne-de-Marne-la-Vallée, il y a quand même quelque chose de très intimidant, d'autant que, alors je vais pas faire le vieux con, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai que j'ai l'impression, et je pense que c'est vrai qu'on lit de moins en moins. Et du coup, le fait peut-être de lire de moins en moins, le fait qu'un lieu rassemble toute cette connaissance-là a quelque chose de réellement intimidant. Mais je ne sais pas si le fait de fréquenter plus régulièrement des bibliothèques amènera les gens, ou même les étudiants d'ailleurs, à lire davantage. Bon, je vais rester optimiste, j'espère, et j'espère que oui, mais on verra bien. Qui vivra verra. Nelson, Ouais, non, mais tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. C'est dommage. Pardon. Non, c'est vrai que. Non, t'en parlais, moi, c'est vrai que je suis pas un très très grand lecteur. Non pas que j'aime pas ça, c'est vrai que j'ai pas été spécialement attiré par la bibliothèque alors que je suis à Paris 8, Saint-Denis. On a une super bibliothèque et ils ont essayé beaucoup de choses pour la rendre plus attractive. Notamment en cinéma, ils ont un espèce de pôle cinéma qui est très bien, avec un genre de vidéoclub avec 15 000 films qu'on peut emprunter pour la plupart. Mais c'est vrai que aller à la bibliothèque, moi, ça a jamais été un truc très sexy, j'ai envie de dire. En même temps, ta connaissance à toi, ce sont les livres, ce sont les films, de toute façon. Oui, Tu non, es mais dans le c'est vrai cinéma, que pour donc aller sur des à la théories limite. cinématographiques, c'est toujours intéressant de passer par des bouquins, notamment pour accéder à des travaux qui ont été faits, style des thèses, des trucs comme ça, qui sont souvent plus intéressantes que les bouquins quand on le disait, c'est des vieux bouquins. Je prends André Bazin, c'est très intéressant, mais c'est vieux, quoi, et c'est écrit d'une façon très particulière. Mais c'est vrai que les bibliothèques, moi, c'est pas ultra sexy. Je vais paraphraser Franck Lepage qui explique que les lieux de culture sont devenus des espèces de cathédrales faites pour impressionner. Et c'est vrai que c'est dommageable dans la mesure où ça incite pas spécialement les gens à pousser les portes de ces bibliothèques-là. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait l'effort de pousser les portes pour y aller, et pas pour aller voir des films ou des BD, pour vraiment regarder la richesse culturelle qu'il y avait dedans, j'ai décomblé. Même si bon, dans mon domaine de recherche, j'ai pas trouvé ce que je voulais, ça m'a dirigé d'un biais ou de l'autre vers ce que je cherchais. Et j'en viens aussi à une deuxième, peut-être plus une question qu'une affirmation. C'était sur la numérisation dont vous avez parlé. Est-ce que ça consiste juste à faire une sorte de base de données de tous les ouvrages recoupés, etc. Ou ça peut aussi proposer des ouvrages numérisés complètement? Enfin, c'est ma question. Alors là, en fait, ça dépend dans quelle bibliothèque on est. C'est-à-dire que... Et aussi la terminologie, parce que nous, on a un jargon très précis dans les bibliothèques. Alors pour nous, numérisation, ça veut dire que l'ouvrage a existé sous forme imprimée, qu'il existe éventuellement encore, et qu'on va donc, par divers procédés, le numériser et le rendre disponible sur Internet. Et il y a... Donc ça, c'est un pan. Donc il y a des bibliothèques qui le font. La Bibliothèque nationale de France, par exemple, avec la base de données Gallica, donc qui comprend des milliers et des milliers d'ouvrages numérisés. Donc ici, à l'UPEM, on n'est pas dans ce type de bibliothèque qui a la capacité de numériser des collections, parce qu'elle a des très riches collections imprimées ou très intéressantes sur un sujet pointu. En revanche, nous, en fait, on prend des abonnements à des ouvrages qui sont sur des plateformes d'éditeurs destinés aux étudiants, aux doctorants, aux chercheurs éventuellement, mais surtout aux étudiants, pour leur donner accès ici dans les murs de l'UPEM. Donc en fait, c'est pas un travail qu'on a fait, c'est un travail qui est tout fait, un travail d'édition. Et nous, on fait un choix. De la même manière qu'on choisit toujours des livres sous forme imprimée, on choisit des livres sous forme électronique chez des éditeurs et on offre un choix. D'accord.
Je crois qu'on peut retrouver évidemment, rappelons-le aux auditeurs, sur le site de l'université et on peut ensuite. Alors il y a certaines plateformes de recherche que l'on peut avoir en tant que simple citoyen, j'ai envie de dire finalement, simple utilisateur d'Internet. Et puis il y a l'espace numérique de travail de chaque étudiant. Le code permet d'accéder à un ensemble de documents qui sont normalement payants auprès des plateformes et qui sont rendus accessibles par l'université. Donc ça, c'est aussi un élément très important puisqu'aujourd'hui, l'étudiant qui veut travailler 24 heures sur 24 a la possibilité de le faire de chez lui finalement ou de n'importe où il y a une connexion Internet. Olivia, tu souhaitais réagir à ce qui s'est dit un petit peu, Marc, Nelson et Madame la directrice. Revenir sur le côté attractif Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Je voulais juste revenir sur le côté attractif de la bibliothèque. En fait, pour moi, la bibliothèque, c'est un endroit où on doit se sentir bien pour travailler. Donc, ok, il y a aussi il y a l'aspect livre, comme Marc a pu le mentionner, mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de bibliothèques qui sont assez froides. Et, Mais c'est les livres qui réchauffent. mais non, mais c'est pas ça. Mais un Non, mais ouais. endroit où tu vas rester pendant, allez, 3-4 heures. Tu as besoin de te sentir bien dedans. Ah Mais bah, vraiment pour bien va travailler. à Rabelais, à l'époque où moi j'y allais, t'avais bien chaud, y a pas de souci. Bibliothèque, Rabelais qui est bien chauffé Non, mais c'est parce ici. que le lieu reste intimidant, il n'y a pas de lieu froid. Je pense pas, par nature, pour moi, ça n'existe pas. Mais je sais que par exemple, moi, quand j'ai été à la bibliothèque de l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, cette espèce de grande pièce ronde, c'est impressionnant, mais c'est vrai que tu as envie d'y être. Tu te sens très bien à l'intérieur, en plus c'est beau et tout, etc. etc. C'est assez propice. Maintenant, je vois ma BU, celle de Paris 8, c'est des grands espaces avec des tables et des chaises, et Bah, c'est froid, quoi. Moi, C'est j'étais à lecture à la Paris. chaîne. J'étais à Paris 2 et ils avaient totalement rénové leur bibliothèque quand j'y suis arrivée. Et en fait, donc on avait vraiment l'espace travail où il y avait des grandes tablées, des lumières individuelles où chacun, enfin vraiment espace travail individuel. Et à côté de ça, il y avait un espace où il y avait des poufs, où tu te mettais un peu n'importe où tu voulais, où tu pouvais te faire tes pauses entre tes... pas pour parler, parce que tu restes quand même dans une bibliothèque, mais tu te prends ton livre, t'es moins dans l'ambiance. Voilà, tu te mets comme tu veux sur ton pouf, personne ne t'embête, et c'est vraiment pour aussi déconnecter de ton heure de travail, où tu as plongé pendant 2 heures sur ta matière, t'en peux plus, t'es au bout du rouleau, t'en as plein de cerveau. Voilà, et ça, bah, ça faisait du bien de se dire, ah, voilà, je vais être à la BU, je vais être quand même dans un endroit calme, mais je vais pouvoir me faire plaisir en lisant ce que j'ai envie de lire, juste dans ce petit endroit un petit peu coloré, et franchement, ça fait du bien au moral. Moi j'adorais. Hein. Alors, oui, pardon, Oui. vas-y. Et juste pour dire que aussi, le fait de venir dans une bibliothèque, c'est pas non plus que pour y trouver des ressources, des livres. Bien sûr, ça sert aussi à ça. Moi, à Surtout. Sherbrooke, oui, non, mais juste, surtout, mais je suis pas totalement d'accord parce qu'à Sherbrooke, oui, effectivement, il y avait beaucoup de livres auxquels je me serais pas intéressée s'il n'y avait pas eu la bibliothèque et si le moteur de recherche m'avait pas dit, bah voilà, il existe ça, vas-y, va voir. Ok, après j'ai feuilleté. Effectivement, j'ai découvert les auteurs, etc., tout ça. Mais par contre, c'est aussi un cadre de travail que l'on s'impose. C'est-à-dire que moi, quand je vais à la bibliothèque, c'est OK, j'y suis au moins 4 heures. On éteint le portable, on fait tout ça, on met de côté, c'est bon, je suis dedans. Et on va travailler sur ces fiches, faire des fiches, même utiliser Internet. C'est super important. Et c'est pas que les livres que l'on nous propose. Pour moi, c'est ça aussi une bibliothèque. C'est aussi une question de discipline personnelle. Mais ce que tu évidemment. me dis. Mais après, j'estime que quand on est à notre niveau d'études, quand tu vas dans une bibliothèque, c'est pas pour danser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, sans aller jusqu'à danser, tu peux y aller pour glander. Hein. Je sais que moi, il y a des Oui, mais canapés à côté du coin BD, ils sont tous en train de dormir. Mais oui, mais tu vois, à la rigueur, enfin, c'est pas ton problème de ce que l'autre fait si toi, enfin, s'il y a la majorité des gens qui y vont pour travailler. Enfin, évidemment, mais tu parlais d'attractivité, c'est un lieu de travail, évidemment, mais ça dépend aussi de ce que toi tu fais, quoi. Bah, en général, enfin, quand même, j'en conviens, il y a quand même une minorité qui vient et qui s'endort, mais c'est aussi ça. Enfin, je suis désolée, mais moi, plein de fois, je suis allée dans des bibliothèques, même à Paris, où, parce qu'on manque, on manque de bibliothèques, à Paris, on manque d'espace, c'est la cohue pour avoir une place, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois à 8 heures du matin, que tu poses tes affaires, sinon tu peux pas, t'as pas d'accès, en fait, à la bibliothèque. Surtout en droit, c'est une catastrophe. Bref.
Et C'est surtout contre ça d'ailleurs que le gouvernement agit en voulant ouvrir de Oui. manière plus large, hein, c'est de permettre évidemment plus d'accessibilité aux voilà, bibliothèques. tout à fait. Et donc, quand tu travailles, des fois, tu as, t'as des baisses d'attention et tu te dis, bon, bah, je vais me faire une sieste de 10 minutes. Et franchement, ça fait super du bien. Bah, tu dors 10 minutes sur ta table. Et combien d'étudiants j'ai vu en train de dormir, faire des micro-siestes sur leurs devoirs parce qu'ils étaient épuisés. Parce que, bah, après, tout dépend de la manière de travailler des étudiants. Mais je sais qu'il y a des étudiants qui travaillent sous la pression, qui se disent, bah voilà, là, j'ai plus le choix, faut que je travaille maintenant. Et d'avoir ce cadre de travail, je trouve ça super important. Donc, tu vois des étudiants effectivement qui s'endorment dans les bibliothèques, et n'empêche qu'ils sont là quand même pour travailler juste après. Alors, on a parlé des étudiants qui font remonter à l'occasion soit de questionnaires, soit au contact des agents, les différentes propositions. On a parlé voilà, de ces universités étrangères qui permettent 24 heures sur 24. On a ici deux personnes qui ont fréquenté d'autres universités. Est-ce que au quotidien, finalement, vous vous inspirez de ce qui peut se faire ailleurs? Est-ce que c'est dans les missions, finalement, d'une Oui, directrice tout ou à de vos fait. équipes, voilà, de vous inspirer de ce qui se passe au-delà même de la création de cette nouvelle bibliothèque où forcément il a Oui. fallu se creuser un petit peu les méninges, mais Mm. au quotidien pour améliorer les services qui sont proposés aux étudiants? Oui, tout à fait, parce que bon, déjà, il y a des demandes qui peuvent remonter directement des étudiants. Donc, on voit si on peut mettre en place ou pas, si on peut aménager ou pas. Donc après, évidemment, on est très attentif à ce qui se passe dans notre environnement, en France et à l'étranger. Donc ça, on le suit. Hein, ça fait partie de la veille En, dans notre travail. en sachant évidemment qu'on accueille des étudiants étrangers, donc c'est vrai que Exactement. Ouais. c'est quelque Mm. chose d'important. Bon, pour terminer, le dernier aspect finalement, on va parler de cette nouvelle bibliothèque. Concrètement, cette bibliothèque, il faut qu'elle accueille les nouveaux ouvrages, les nouveaux ouvrages, les ouvrages des anciennes bibliothèques. Va falloir forcément faire ça pendant un moment d'été, ou alors ça va se faire à la rentrée, risquant finalement de provoquer un retardement dans l'ouverture. Est-ce que les étudiants aujourd'hui doivent être inquiets finalement de ce déménagement? Est-ce que ça va organiser des perturbations? Gérer pas, enfin, est-ce que ça va donner lieu à des perturbations, ou est-ce qu'au contraire ça va être, a priori, il y a une organisation bien ficelée qui devrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis, et voilà. Quelle est un peu la philosophie de ce Alors, la déménagement? philosophie, bon, moi, je suis très vigilante sur cet aspect, c'est-à-dire que dans l'idéal, le déménagement doit avoir lieu en juillet. Donc, le déménagement, il prendra entre 15 jours et 3 semaines, donc ce qui est tout à fait tenable en juillet. Après, il y a les impératifs de est-ce que la commission de sécurité passe en juin? Parce que sans elle, eh ben, on ne peut pas vraiment décider de déménager. Donc pour moi, je fais tout mon possible et je dis à la personne aussi qui est responsable du service patrimoine ici et de l'immobilier et qui suit le projet de près, je lui ai déjà fait part de ce souhait. Après, ben, il y aura des contraintes qui seront éventuellement celles des travaux à terminer, etc. Alors sinon, si on ne peut pas déménager en juillet, on déménagerait fin août, début septembre. Au Et on moment de la pourrait réouverture? ouvrir fin septembre. Donc nous, on a toujours évidemment à l'idée de gêner le moins possible nos principaux usagers. On a toujours eu ça à l'esprit. Et alors, la dernière question, dans le cadre de la fusion, est-ce qu'on a des pistes sur ce que seront les futurs... Alors, ici à Marne-la-Vallée, sur le campus de Champs, il y aura une bibliothèque principale, mais est-ce que vous êtes déjà en pourparlers avec les équipes de Créteil? Est-ce que vous avez des projets communs, peut-être, non pas un projet, mais des projets? Voilà, comment ça s'organise dans le cadre de cette fusion entre les deux Oui, bien sûr. universités? Donc on travaille dans le cadre d'un gros projet de documentation, pardon. Donc depuis janvier 2015, donc depuis un an. Donc on a progressé sur un certain nombre de points, d'harmonisation possible. Et donc, voilà, c'est un travail qui se fait dans la durée. Après, pour la réalisation, il y a des choses qui pourront être réalisées à la rentrée 2017, d'autres qui se feront dans la continuité, puisque la fusion, elle se fait voilà, dans une continuité. C'est un projet qui se fait dans un temps long, mais on y travaille, sérieusement. Eh ben oui. Pardon, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Non, c'est Non? tout. Effectivement. Eh bien, écoutez, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que nos auditeurs auront compris un petit peu comment fonctionne leur bibliothèque, ce qui est attendu dans le projet proposé ici. Et ça a été en tout cas très intéressant, je pense que mes camarades sont d'accord avec moi, d'avoir eh bien, voilà, un représentant d'un service de l'université. On fait appel, hein, on a déjà reçu le service de la vie étudiante à l'occasion de certaines manifestations, mais voilà, on fait appel au service, ils veulent présenter
ce qu'ils font à l'université, c'est toujours très intéressant pour les étudiants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on va maintenant passer à notre chronique, à une autre chronique. Avant de faire notre coup de projecteur sur Cook, la nouvelle série de Netflix, je vous propose de passer maintenant à la chronique d'Hugo, notre reporter en Corée du Sud. Suite à notre débat sur les taxis de beurre, il s'est intéressé au fonctionnement du transport particulier à la demande chez nos amis coréens. On l'écoute, c'est Chic Corée. En France, une guerre oppose chauffeurs de taxi, un lobby qui fait du bruit et qui est écouté par le gouvernement, et Uber, un nouvel acteur économique venu des États-Unis qui demande plus de dérégulation afin d'améliorer le service de transport de personnes en ville et notamment dans les grandes villes. En Corée, point d'Uber. À la place, des taxis performants, abordables et facilement joignables. Ils correspondent à la Corée du Sud, une société des services. Premièrement, disons-le, les taxis sont très nombreux à Séoul. Il ne faut pas bien longtemps pour en attraper un, à moins de s'y prendre au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Si la Corée n'a pas de beurre, elle a Kakao Taxi, l'application développée par Dome Kakao, qui a créé la plus grande application de messagerie du pays, KakaoTalk, utilisée massivement dans ce pays, où vous n'êtes rien sans smartphone. Ce smartphone, justement, vous permet dorénavant de commander une course de manière rapide et sécurisée. Idéal quand on souhaite éviter le froid glacial de l'hiver. Idéal aussi, surtout, pour les femmes, trop souvent victimes d'agressions sexuelles, fait que l'on ignore bien souvent, la Corée étant réputée pour être un pays sûr. Désormais, via Kakao Taxi, le client reçoit toutes les informations sur sa course, sur son chauffeur, tout ça sur son téléphone. Tout est tracé. Le prix aussi joue en faveur des taxis. Ils sont abordables. Point de surtaxe pour les distances courtes, mais cela n'empêche pas quelques chauffeurs mal intentionnés d'emprunter des itinéraires rallongés pour faire grimper le compteur. Les taxis transparents fonctionnent bien au compteur et le règlement peut se faire par carte bancaire, un mode de paiement très utilisé dans le pays et qui est oublié en France. Si le service est de qualité, les autorités ne lésignent pas sur les moyens pour s'assurer que les services de transport soient excellents à Séoul. Ainsi, la loi force désormais les taxis à accepter les courses qui leur sont demandées. Et en cas de refus, le client incriminé peut désormais déposer plainte contre le chauffeur qui sera puni rapidement en cas de récidive. À refuser trop de clients, il ne pourra plus en prendre aucun. Deviendra-t-il alors chauffeur Uber ? Les compagnies aussi sont dans le viseur des autorités. Si plusieurs chauffeurs d'une même entreprise se retrouvent accusés de refuser des courses, alors cette dernière pourrait se voir exclue du circuit. On ne rigole pas avec la loi. Reste à voir comment ce système de délation, pratique courante dans cette région du monde, s'appliquera. Les chauffeurs récalcitrants se laisseront-ils faire ? Il faut bien savoir que les chauffeurs, que ce soit de bus ou de taxi, sont obligés de décliner leur identité en affichant leur carte professionnelle dans leur véhicule. Ainsi, le contrôle par les usagers est plus facile, de même qu'un autocontrôle se met en place. Voilà donc de quoi donner à réfléchir à nos chers taxis français, que l'on dit tantôt incompétents, tantôt voleurs, mais qui refusent la réforme, en même temps que la révolution que tente d'imposer Uber. Enfin, ce n'est pas aux taxis de mener la danse. Les autorités doivent jouer un rôle premier, surtout en France où la profession est marquée par des quotas trop bas. Trop de bouchons à Paris, pas assez de taxis. Oppan Gangnam Style. Et nous voici de retour pour Politiquement Incorrect et on rappelle évidemment aux étudiants qu'ils n'hésitent pas à se rendre aux bibliothèques, à poser leurs questions aux différentes personnes qui sont là pour les accueillir, à l'image de ce qu'on a pu dire dans la première partie de cette émission, et qu'ils n'hésitent évidemment pas à faire remonter leurs idées, tout comme évidemment les idées qu'ils pourraient avoir sur notre contenu
nos émissions. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, à venir participer à l'image de la directrice des bibliothèques de l'université qui est venue ce soir. Et bien, que ce soit en tant qu'invité ou en tant que chroniqueur, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. Et ce soir, nous sommes toujours avec Marc. Merci Marc d'être présent. Marc qui a fait plus de 100 émissions quand même de Politiquement Incorrect. Et ça, c'est important de montrer voilà, qu'on peut s'épanouir en faisant tout un travail intellectuel finalement. Oui, je crois que tu n'es pas loin de ta 100e ou tu as passé ta 100e. J'ai passé ma 100e. On n'a pas fêté ça. Non, vous n'avez pas fêté ça. Et là, t'en as combien? C'est très gentil de m'inviter au resto ce soir pour fêter ça. Ça tombe bien, je suis pas là, donc je paye pas. J'en suis à la 102 ou 103e pour te répondre. C'est bien, c'est bien. Voilà. De filles? Ah non, d'émission. Non, Ah, d'émission, j'ai eu peur. d'émission. Il m'a fait peur. Oui, oui. Il a fait vite, hein. Baptiste, on est à moins d'émissions, mais il est là, merci Baptiste, et Olivia également. Nous allons, peut-être... Pardon Baptiste. Baptiste, Non, il est. Je t'ai appelé... Pardon, Nelson, je t'ai appelé Baptiste. Encore une fois. Mais oui, mais c'était pas écrit sur ma Encore feuille, une alors fois. évidemment, je me suis trompé. Ok. Voilà, Baptiste, on ne sait pas s'il va nous rejoindre ce soir. Sportif. Voilà, on parlait des filles, bon, j'imagine qu'il est occupé. Non, je blague. Voilà, la chronique d'Hugo qui a été diffusée il y a un instant, eh bien, Hugo nous rappelle, nous informe, voilà, de comment ça se passe en Corée. Il nous parle de cette carte professionnelle qui est affichée, voilà, au moins le client sait tout de suite à qui il a affaire, un petit peu comme on est en train de développer ça aujourd'hui pour les policiers avec un numéro de matricule, de toujours pouvoir se référer à la personne dont on a eu affaire pour éventuellement porter des réclamations, pour sécuriser la relation entre le client et le prestataire de service. Et puis également des évolutions technologiques qui font qu'aujourd'hui, eh bien, le client reçoit sur son smartphone les informations relatives à sa transaction qui permettent aussi, dans le cadre du Uber, de payer avant la prestation. Il y a des choses qui font en ce moment évoluer le système et finalement font ce qu'on semble comprendre dans la chronique d'Hugo, c'est qu'aujourd'hui les taxis font un peu vieux jeu, ont une réputation, ont un système qui ne s'est pas forcément développé, voilà, et pas évident de payer en carte bancaire, on peut refuser une course quand on est taxi, donc tout un ensemble de choses, on en avait parlé il y a quelques semaines, qui font que les taxis n'ont pas spécialement la cote. Peut-être Marc se demander tout simplement, est-ce qu'un modèle coréen tel que l'évoque Hugo serait parfait pour la France ou voilà, faut vivre avec son pays, sa culture et se dire que en France on a une culture du taxi tel qu'il est et qu'on peut le faire évoluer mais que Uber n'a pas sa place. Uber a sa place, je maintiens ce que je dis depuis un certain temps maintenant. Moi je trouve l'exemple coréen assez intéressant évidemment. Après, tout reste à savoir si c'est possible de l'implanter en France, je ne pense pas, parce qu'il y a toujours, si vous voulez, un petit peu ce conservatisme des taxis qui fait que toute évolution est impossible sous peine d'avoir des représailles, des voies bloquées, des routes bloquées, et on voit que il y a de la part des taxis, voilà, je le répète, une certaine forme de conservatisme, et c'est terrible, mais c'est aussi à l'État de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que doit-on laisser passer la violence et du coup aller dans le sens de ceux qui ont créé ces violences, je parle des taxis, je ne pense pas. La société évolue, on est dans le low cost, on est dans le trajet dans le prix juste de plus en plus maintenant, il y a un combat des prix, je vois pas pourquoi les taxis échapperaient à cette logique-là. Alors, il y a certes des mauvais côtés dans la forme qu'il y ait beaucoup de concurrence, hein. La concurrence, c'est terrible, hein, évidemment, dans sa forme la plus extrême, le libéralisme le plus extrême, mais là on parle aussi de la demande des personnes, des gens qui ne peuvent pas forcément payer, et puis ça englobe encore une fois cette réaction en chaîne, tout un tas de problématiques qui est qui peut se payer des taxis, qui ne peut pas, est-ce qu'on peut aujourd'hui assumer les coûts des taxis, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des trajets qui sont moins coûteux, et c'est le cas, on voit qu'on peut payer moins cher et avoir un prix qui est juste et un prix annoncé à l'avance, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que là on sait qu'il ne va pas y avoir de surplus avec Uber. On va dire 5 euros, ça sera 5 euros pour faire nation, hein, pas Bercy, je vous donne un exemple tout à fait bête. Donc, moi, je serais plus pour quelque chose des taxis un petit peu à la camerounaise, si vous voulez. Je trouve ça intéressant. Un autre horizon, vas-y, explique-nous un petit peu comment ça se passe au Cameroun. Vous mettez plus de temps, mais vous payez moins cher parce que une voiture ne peut contenir que 5 personnes, mais vous, au Cameroun, vous pouvez en mettre 6. Et ce qui fait que, des fois, 7 avec le toit, et plus il y a une remorque. Mais les remorques sont très déconseillées parce qu'il y a évidemment des crevasses importantes. Non, mais là, je
Je rigole, mais C'est pas caricatural. c'est pas caricatural. Je dis simplement ceci, c'est-à-dire que là-bas, vous faites le taxi a le libre choix de refuser des personnes en fonction du trajet. C'est-à-dire qu'il va sortir le matin, il va apprendre, les clients attendent dans la rue partout, il n'y a pas de lieu pour aller prendre un taxi. Là, vous allez dans la rue et vous attendez un taxi, il y en a des milliers. C'est-à-dire que les routes de Yaoundé sont remplies tout est jaune parce que c'est C'est Uber finalement, mais plus que ça, parce que là, vous voyez, les taxis, il y a je sais pas, 80% de circulation, c'est des taxis, tout est D'accord. jaune, tous les taxis sont jaunes. C'est le mode finalement de transport. Tout, oui, puis c'est peu cher. Et c'est-à-dire que le conducteur, enfin, le taxi, va partir, va prendre une personne, dire je veux que vous m'ameniez ici. Et en fonction de la route, il va croiser d'autres personnes. Il y en a plein dans la rue, hein, des centaines de milliers qui attendent d'avoir un taxi. Et ces personnes, il va dire vous allez où ? On va là. Du coup, vous n'êtes pas dans le chemin. Non. Après, il va voir quelqu'un qui finalement demande une destination qui n'est pas éloignée de la première destination. Hop, il va le prendre. Puis ainsi de suite jusqu'à avoir 5-6 personnes. Et je trouve ça intéressant parce que ça limite les coûts. Et au moins, on emmène beaucoup plus de personnes à un endroit en faisant quelques détours qui empêcheraient d'avoir une seule voiture. D'un point de vue développement durable, c'est quand même pas mal. Même si j'ai souvent critiquer le développement durable, parce que je critique toujours, parce que c'est totalement commercial, mais sur cette question-là, il y a une proposition qui est de prendre, alors avec l'informatique, ça peut être possible aujourd'hui de savoir, un trajet de temps, c'est un peu comme le covoiturage, mais façon taxi, on peut l'améliorer façon taxi, ce qui est un peu proposé au Cameroun de manière un petit peu difforme et un petit peu en bazar, mais le projet, c'est pas un projet, mais de la façon de faire générale, et moi je trouve assez intéressante. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse camerounaise. Camerounaise, pardon. Oui, camerounaine. Camerounaine, ça marche. Ah, on dit camerounaine. Mais oui, non, je rigole, camerounaise. Camerounaise. Excuse-moi, oui. Non. J'ai pas bien compris, c'est moi qui parlais mal ou... Non, c'est la réforme de l'orthographe, c'est pas ta faute. Voilà, c'est ça, c'est la simplification de l'orthographe française. On va remercier Hugo pour sa chronique d'Outre-Corée. Merci à lui pour cette chronique qu'il nous a envoyée et on compte évidemment sur lui pour nous en envoyer d'autres. Salut Hugo et bien bonne soirée à toi avec tes cacao taxis. La réforme Myriam El Khomri, nous en parlerons bientôt dans l'émission. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, si vous souhaitez réagir, eh bien faites-nous en part, que ce soit à l'adresse politique@radio-rec.fr ou sur les réseaux sociaux en contactant la rédaction et nous serons très contents de vous recevoir. On salue Baptiste qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est le vrai Baptiste, tu vois. C'est pas toi c'est le vrai Baptiste parce qu'effectivement Baptiste tu n'étais pas là. Désolé, j'étais en gala. J'ai encore appelé Nelson Baptiste. Voilà. Baptiste, merci. Tu nous rejoins au bon moment puisqu'on va lancer tout de suite notre coup de projecteur. Pardon. Et nous allons parler de Cook, c'est une nouvelle série que l'on peut trouver sur Netflix. Et justement, Nelson, tu vas peut-être commencer par nous rappeler ce qu'est Netflix pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors oui, bien sûr, Netflix, c'est une plateforme de streaming qui avant était une entreprise de location de vidéos. Et en fait, avec l'arrivée d'Internet, ils ont été les premiers à vendre des films en streaming, c'est-à-dire qu'on peut consulter de manière illimitée et directe via Internet. De la même manière que YouTube, mais sauf que là, en fait, il y a un choix de films, c'est légal, et bien évidemment, c'est payant une moyenne de 7,90€ par mois, pour avoir 3 ou 4... Je crois que c'est 2 écrans simultanés sur Netflix, donc pour le même abonnement. J'allais dire, toute la famille peut en profiter finalement. C'est ça, voilà. Ou alors vous partagez avec un ami, ou voilà, vous débrouillez quoi. Ouais, voilà. Ça, faut pas le dire par contre. Alors, oui, mais enfin bon, de toute façon. Non, et puis l'avantage, c'est que tu peux aussi, quand t'es pas chez toi, accéder quand même à ton Netflix sur un autre écran. Sur l'appareil de quelqu'un d'autre, sur smartphone. Voilà. En plus. Voilà. Eh bien, Cook, donc, c'est une nouvelle série qui est disponible en France sur cette plateforme. Oui. Alors, il faut savoir que Netflix, depuis quelques temps, déjà est en France, ce qui n'était pas le cas avant. Ça fait un an, en septembre dernier, septembre 2014. Un an et demi, oui, du coup, maintenant. Ouais, c'est ça. Et ils ont commencé à produire leurs propres films et séries. Je pense à Daredevil, qui est exclusivité Netflix. Et puis surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils produisent beaucoup de documentaires qui sont vraiment très intéressants. Et celui-là, j'explique
un peu comment j'en suis venu à choisir ce sujet. À la base, je comptais parler de The Revenant qu'on a été voir avec Baptiste mardi. Et puis bon, je suis quand même tombé sur ce truc-là entre-temps et je me suis dit, c'est quand même plus intéressant à raconter. Non pas The Revenant est moins intéressant, c'est très intéressant, mais Un film formidable. C'est c'est pas le ironique ou sujet. pas? Faut juste nous le lire, vas-y. Non, mais attends, parce que je vais On en parler. parlera à la fin de la Je laisse, chronique. Nelson terminer. Voilà. Voilà, on en parlera à la fin de la Et je me chronique. suis dit que ça, on en parlerait peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, Oui, la carrément. semaine prochaine dans le cadre Quand des il y aura les Oscars. Oscars. Bien sûr. Et donc là, cette semaine, c'est Cook. Donc c'est une série très intéressante qui parle du rapport qu'a l'être humain à l'action de cuisiner. Alors c'est en 4 épisodes. Le premier, ça s'appelle le feu. Le deuxième, c'est l'eau. Ensuite, c'est l'air et la terre. Et en fait, c'est 4 éléments qui nous rapprochent en fait de la cuisine. Et outre nous donner faim parce que on voit de la bonne cuisine et tout comme ça, on apprend énormément de choses sur la façon dont l'homme conçoit l'acte de cuisiner. Par exemple, l'utilisation de la cuisson, qui est quelque chose qui s'est appris et qui a fait de nous des êtres doués d'une forme d'humanité. C'est aussi passé par là, par la cuisson. Et par exemple, des différentes techniques comme l'usage de la fermentation, toutes ces choses-là qui ont fait de l'être humain quelqu'un capable de créer quelque chose à partir de denrées alimentaires de base. Donc bon, ça c'est un peu la base, le concept de l'émission, enfin du documentaire, de la parce que c'est série. pas du tout une émission, je dis n'importe quoi. C'est nous l'émission. C'est nous l'émission. Et donc ça permet aussi de poser beaucoup de questions vis-à-vis de la nourriture industrielle, à quel point, comment ça fonctionne, comment ça marche. Il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai regardé ça, c'est quand ils ont expliqué comment fonctionnait l'industrie agroalimentaire en nous faisant croire qu'un produit était mauvais pour vendre un produit qui était soi-disant meilleur pour la santé. Je prends un exemple récent, les intolérances au gluten, qui a été en fait causée par la fabrication d'un pain industriel. Par exemple, dans le documentaire, il donne l'exemple, donc le pain, normalement, la composition du pain, c'était 4 éléments, voire 5 ingrédients, grand maximum, c'est-à-dire du pain, de la farine, de l'eau, Du du sel. sel, éventuellement De un peu levure. d'huile d'olive et de la levure, voilà. Et en fait, les industriels ont poussé la définition du pain en y ajoutant d'autres ingrédients, ce qui fait que le pain qu'on trouve dans les grandes surfaces, par exemple, peuvent contenir jusqu'à 31 ingrédients Produits. différents. Et donc le gluten qui est indispensable pour faire lever le pain, on en mettait beaucoup plus, qui a créé du coup des intolérances au gluten. Et là on nous fait tout un truc, oui, manger du pain sans gluten, regardez maintenant il y a le nouveau pain aux céréales, c'est bon pour le transit, c'est bon pour tout, et puis comme ça, si vous êtes allergique au gluten, eh ben, ça vous arrivera plus. Sauf que ce que nous explique la série, c'est que si vous le faites vous-même, votre pain, bah, vous aurez aucun problème, vous l'aurez peut-être raté, il sera peut-être pas très bon, il sera peut-être ceci, il sera peut-être cela, mais au moins, le gluten, c'est ça. Et quand on paye un peu plus cher ces produits, qu'on vérifie que ça a été fait de la bonne manière, voilà, c'est sans doute meilleur. Donc ça, c'est pour l'exemple du gluten, mais il y a tout un tas d'autres exemples très intéressants, comme le fait qu'on puisse manger absolument ce qu'on veut dans la quantité qu'on veut, à condition qu'on le fasse nous-mêmes. Si vous adorez les pizzas, ben, faites-la vous-même. C'est une série d'éducation finalement. D'éducation à la C'est consommation. pas seulement, c'est quand même intelligent. Hein. Oui, non, mais il y a les... Non, mais c'est vrai. oui. Ça veut dire quoi? Que l'éducation, ce serait Non, pas non, un- mais c'est un appel déjà à L'éducation, réfléchir. c'est répéter les cycles qu'on a connus. Donc, c'est à titre familial. Donc, forcément, si on part sur une mauvaise base, on va répéter les mauvaises bases. D'accord. Donc là, c'est plus quelque chose qui me permet je te Mais laisse ça- terminer, Nelson, mais c'est plus dans l'intelligence. Et c'est ce qu'on pourrait apprendre, c'est peut-être le vrai développement durable. Ça, c'est quelque chose de logique. Mais du coup, ça rapporterait pas d'argent à l'industrie. Donc, on peut pas considérer ça comme C'est vrai qu'il n'y a du pas de développement durable. propos du style oui, il faut manger ceci, il faut manger cela, il faut manger bio. Le propos, c'est que en gros, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Mais faites quand même gaffe à ce que vous mangez. Regardez comment ça a été produit, d'où ça vient, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille parce que ça invite quand même à réfléchir à notre façon de consommer les produits. Et ouais, j'en parlais à l'instant avant qu'on me coupe. Il y a un conseil qui a été donné, c'est vous pouvez manger absolument tout ce que vous voulez dans la quantité que vous voulez,
à condition de le faire vous-même, et vous verrez que vous mangerez mieux. Donc si je peux développer un petit peu... Vas-y, développe. Par exemple, il explique que si on a beaucoup grossi, on a eu beaucoup de problèmes de santé dernièrement, c'est parce que en fait, on a eu accès à des produits qui étaient très compliqués et très longs à faire de manière rapide. Par exemple, tout ce qui est fast-food, faire des frites, faites les maisons, C'est long. c'est long à faire. Là, vous avez tout très rapidement et pour pas cher, et donc du coup, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus attractif. Maintenant, c'est une invitation vraiment à réfléchir en fait à ce qu'on fait. Donc voilà, je vous conseille de voir cette série. Et puis... Juste sur les fast-food, préciser qu'aujourd'hui, les frites coûtent généralement moins cher à faire à la maison qu'en fast-food, hein, En plus. puisque ces fast-food ont augmenté. Avant, ils n'étaient pas chers, mais alors de plus en plus, quand même, Ouais, bien le sûr. tarif augmente. Bon, Donc la c'était prochaine fois que vous une mettez un parenthèse, KFC après la radio, El Cappuccino. El Ah, Cappuccino, c'est notre Non, cantine. pas Il Cappuccino, excuse-moi Oh là Marc. là Oh là là, là là l'italien. là. Oui, mais c'est la réforme de l'orthographe en Italie. non mais tiens, ça me... On remplace Non, mais ça par permet de- de l'espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon Nelson, Ça me vas-y. permet de vous encourager à faire attention dans les restaurants où vous allez, quoi, parce que il y a beaucoup de restaurants, généralement les chaînes qui nous vendent du surgelé, des trucs avec des additifs de conservation, des trucs comme ça, qui sont généralement pas très bons. Pour toi, c'est un coup de cœur, donc c'est une Réellement, série ouais. très intéressante. Marc, tu as regardé quelques épisodes de cette nouvelle série? Oui, donc Nelson m'en a parlé hier et aujourd'hui je m'y suis mis. Ah, Voilà. on voit le prof qui est en vacances, hein. Attends, qu'est-ce que tu veux je te rappelle que je travaille plus que toi peut-être. Non, je rigole. Je sais pas. Non, mais bon, bref, on va pas rentrer en considération. Je Non. travaille tard la nuit pour préparer mes cours. Enfin, bref. Mais C'est- pas en bibliothèque parce que les bibliothèques sont fermées. Et parce qu'il n'y a pas tout ce que je veux non plus. Et puis si je... Bon, bref. Bref, restons sur la série. Moi, je trouve que c'est une émission... Enfin, c'est Une pas une série émission, une série Mais plutôt. c'est vrai quand on nous le présente, on a l'impression que c'est une émission. Pardon. C'est Mais un il y a reportage, quand même un formation, esprit ouais. un peu... il y a quelque chose de très éducatif et de très intelligent. Parce que... le propos est simple, enfin, de moins sur la question alimentaire, la chose est simple, c'est dire que en s'étant nourri pendant des années de produits qui englobaient beaucoup de choses pour finalement un produit qui était à l'état naturel ne comportait pas énormément de choses, on a habitué notre organisme à avoir beaucoup de choses et du coup ça a créé une forme d'intolérance à certaines choses parce que trop c'est trop. Et aujourd'hui, il y a un espèce de retour. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que ce retour est empêché. Parce que ce qui coûte le moins cher aujourd'hui, c'est de faire ces aliments qui comportent beaucoup de choses. Et parce que vous achetez des produits à très grande quantité, vous les mettez, ça coûte pas très cher. Aujourd'hui, je remarque que les jus concentrés, le jus d'orange concentré, c'est très mauvais. Parce que c'est pas du jus d'orange naturel ou autre. Les ingrédients, les jus d'orange qui coûtent les plus chers, ce sont les vrais jus d'orange. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de pub, mais je le fais quand même. Par exemple, vous prenez au rayon frais les jus d'ananas, les jus de clémentine, autres, Andros, qui sont au rayon frais, c'est des grandes bouteilles. Alors, c'est les plus chers, 3 à 4 euros la bouteille, c'est quand même quelque chose de cher pour 1 litre, ou même 750 millilitres, je pense. Enfin bref, on s'en fiche un petit peu. Ce sont ceux qui coûtent les plus chers. Par contre, quand vous allez dans la ligne ingrédients, vous avez jus d'orange 80%, jus de clémentine 20%. C'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre. Il n'y a pas d'acide sulfurique, il n'y a pas de machin quoi, comme ça. Non mais c'est vrai. Non mais et ce sont ceux qui coûtent les plus chers. C'est-à-dire que vous pouvez trouver du jus d'orange en brique à 50 centimes l'unité. Vous regardez ce qu'il y a dedans. Sucre, machin, patati patata. Vous avez toute une ligne et vous vous demandez finalement où est le jus d'orange. Et ça va être 12%. Et donc je voudrais continuer sur cette idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout nous est empêché pour consommer de manière intelligente et faire soi-même les choses. Parce que c'est beaucoup moins cher, c'est bien moins cher aujourd'hui de pouvoir acheter des choses déjà préparées. Tout ce qui est naturel aujourd'hui coûte cher. Regardez, le bio, c'est ce qui vaut le plus cher. Pourtant, c'est ce qu'il y a, non pas de plus pur, mais de moins pire, on va dire, même si on ne peut pas vraiment utiliser cette expression-là. Et J'ai quand même modéré le terme bio parce que c'est quelque chose qui veut pas oui, c'est de en dire l'agriculture grand-chose. raisonnée. Non, mais c'est nul. On est d'accord que c'est nul. Non, C'est ouais, une c'est étape. marque. Comme ce que disait Churchill à propos de la démocratie, la démocratie, c'est le régime qui est terrible, mais c'est le moins pire qu'on ait trouvé. Donc c'est pas un petit peu ça le bio, si tu veux. C'est quelque chose qui est terrible, mais c'est moins pire que l'agroalimentaire de manière industrielle étendue au monde dans la mondialisation. On va dire ça comme ça. Ça veut rien dire, mais je le dis quand même. Et l'intelligence de ce propos-là, c'est amener les gens à retrouver un sens de la terre, c'est-à-dire c'est pas compliqué de faire pousser des tomates, de faire pousser des carottes ou quelque chose comme ça. C'est pas compliqué de cuisiner, c'est quelque chose de convivial, c'est quelque chose qui permet d'apprendre de nouvelles techniques, de pouvoir aussi
produire quelque chose pendant un week-end et de le garder toute la semaine. C'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça rejoint la question du gaspillage alimentaire, et j'en termine là-dessus. Aujourd'hui, si on jette beaucoup, c'est parce qu'on achète beaucoup en prévision. Or, qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est périmé, on va devoir le jeter. Que si vous cuisinez quelque chose vous-même, il y a très peu de chances pour que ça se périme, parce qu'il n'y a pas d'agents qui permettent le pourrissement, c'est très rare. Donc, il y a des choses qui sont évidentes dans cette série, de fait de cuisiner, de faire des choses tout simplement naturelles. Et c'est quelque chose, vraiment, c'est un coup de cœur aussi avec Nelson. Une série qu'on peut donc conseiller à Maxime et qui l'intéresserait pour le Oui, coup. oui, c'est vrai. On le salue, il est en Normandie, on le rappelle. Pour ceux qui suivaient l'émission les années précédentes, et il réinterviendra bien sûr à distance dans notre émission. Je me permets quand même de faire ce petit parallèle avec la vie réelle en disant que là encore, tu parlais des briques de jus d'orange qui ne sont pas chères comparées à celles qui contiennent des produits plus sains finalement. Là encore, les briques de jus d'orange aujourd'hui ont tendance, même quand elles sont pas spécialement saines, à augmenter en prix comme à l'image des fast-food dont on parlait il y a quelques instants. C'est-à-dire que même ces produits-là qui étaient dits pas chers commencent à prendre de la valeur quand même. Ah oui, je voulais vous demander, messieurs, on est bien. Enfin, ça fait très fiction ou ça fait très proche de la réalité finalement comme série? C'est pas du tout une fiction, c'est un documentaire. C'est un documentaire. Donc, Non, c'est très réel. ouais, Mais du non, coup, mais, c'est joué ou alors, du c'est coup, ça c'est va me vraiment. permettre de faire un petit. Parce qu'on fait l'erreur depuis tout à l'heure, involontairement, de faire un petit. Petite parole Parabole, j'allais le dire, je pensais que t'allais le dire justement. sur la différence entre un documentaire et un reportage. Généralement, un reportage, on va filmer un truc et on va commenter ce qui se passe. Un documentaire, on va avoir un propos et on va filmer quelque chose après, au service de son propos. Donc généralement, ça donne lieu aussi, en plus, à des intentions de réalisation. Donc en l'occurrence, là, le propos, c'est faites attention à ce que vous mangez, cuisinez. Pour faire très large, vraiment. Et du coup, C'est un on documentaire. va laisser les gens te parler. On va laisser voir ce qu'ils disent. Il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre. Enfin, ils tombent pas dans la facilité à parler qu'aux bonnes personnes. Ils vont parler à des gens qui fabriquent justement des produits pour l'industrie agroalimentaire. Et puis d'autres gens qui fabriquent tout eux-mêmes. Enfin, il y a des gens formidables en plus qui parlent dedans. Je pense au Pip Master, qui est un spécialiste du barbecue aux États-Unis, qui explique comment il est devenu un spécialiste du barbecue en faisant cuire un cochon, je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs, déjà, ça donne faim. C'est très intéressant parce qu'ils expliquent ça avec une forme de passion qui est extrêmement communicative. Moi, je sais que la première chose que j'ai eu envie de faire, j'en avais parlé au Colysia, c'est de me faire un barbecue, tu vois. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille, pour de vrai. La réalisation, je ne sais plus si tu l'as dit, est américaine? Oui, c'est américain, mais c'est Netflix qui a produit et comme généralement ces documentaires-là, en fait, comme il y a beaucoup de choses à faire, il y a plusieurs réalisateurs qui réalisent chacun un épisode. Baptiste, tu as vu les synopsis, c'est ça, de ce programme? Ah ouais. Et alors, après ce qu'ont pu en dire Baptiste après ce qu'ont pu en dire Nelson et Marc, pardon, et ce que tu as pu voir, est-ce que ça t'intéresse? Voilà. Est-ce En que tu as règle des- générale, de toute façon, tout ce qui est un peu documentaire sur la bouffe, j'aime bien. J'en ai vu pas mal déjà. Bon, il me manque celui-là vu qu'il est récent, non Ouais, je crois qu'il y a une semaine, même pas. Il y a une semaine. Bon voilà, il est très récent, donc je l'ai pas encore vu. Mais oui, enfin, j'en ai regardé après pas mal d'autres. Après, ce qui m'intéresse plus dans le genre de documentaire sur tout ce qui est cuisine, nourriture, c'est pas spécialement l'aspect, le côté éducatif vis-à-vis de la malbouffe et autres. Moi, ce que j'aime bien après, c'est surtout aussi tout ce qui est la cuisine par rapport aux cultures. Il me semble que normalement, c'est ça aussi normalement, dans ce le premier documentaire. épisode, tu vois Dans ce documentaire, on les parle aborigènes des qui font différentes de la régions un peu Ouais. avec les différentes façons de cuisiner. Il me semble que c'est quoi? Ça part en Inde, donc effectivement Ouais, ça, les ça va en barbecues au Inde, Texas, ça va au des trucs comme Maroc, ça. ça va au Maroc, ça suit une tribu aborigène en Australie, et ça suit même un couvent qui fabrique du fromage dans le Kentucky, tu vois. Enfin, Ah, voilà. ils font du Saint-Nectaire, enfin c'est. Moi, c'est plus l'aspect qui m'intéresse dans ce genre de documentaire. C'est plus l'aspect culturel, montrer la nourriture du monde entier, les différentes façons, parce que malgré tout, c'est super intéressant de voir comment chaque pays malgré tout s'adapte. Des pays on aurait l'impression qu'ils ont du matos, du matériel de cuisine tout ghetto, ils n'ont pas trop de moyens, et finalement ils arrivent à se faire des trucs, de la débrouille incroyable, nous on a l'impression que c'est du matos de camping, mais pour eux c'est un luxe de fou. Et ça m'intéresse énormément.
Olivia, tu avais une question pour nos amis? Non, c'est pas une question. Une question. Ah, alors une remarque. C'est juste un commentaire par rapport au jus de fruits. Je ramène un petit peu mon grain de sel. Donc, en fait, on pense souvent que boire du jus de fruits, c'est bon pour la santé parce que il y a des valeurs, il y a des vitamines, des valeurs nutritives. On n'a pas forcément le temps de se faire son propre jus de fruits tous les matins. Et en plus de ça, on mange pas assez de fruits, donc c'est assez rapide. Voilà. Donc ça part dans mon sentiment, on a envie de boire du jus de fruits. Et sauf que, donc comme je l'ai dit, en général, dans ces jus de fruits-là, il y a plus trop de vitamines. Et en plus, ils sont ultra sucrés. Et ce qui est en fait Mauvais finalement. bah voilà, finalement, il y a beaucoup plus de sucre dans. Enfin, je sais plus exactement, il faut regarder sur internet, mais il y a beaucoup de sucre. Donc, si vous voulez acheter un bon, entre guillemets, jus de fruits pour boire le matin, Acheter des fruits. non, même. Enfin, non. Oui, acheter des fruits. Et encore, et les fruits, Mm. bon, je vais pas, Ouais. je vais pas Les faire pesticides. tout. Voilà, les pesticides, c'est terrible. Donc, voilà. Mais par contre, si vous voulez acheter du bon jus de fruits, achetez-le sans sucre ajouté. Il y en a, c'est écrit en tout petit, mais en général, il y a 2 petites étoiles écrites sans sucre ajouté. Et surtout, 100% fruits pressés. Voilà, c'était ma minute. Ce que fait Andros, donc je suis d'accord Voilà. avec elle. Non, mais alors moi, j'ai pas vu Andros. Hein. Par contre, moi, je ferai pas. Je serai Rayon Andros. frais. Mais par contre, Andros, juste comme ça, au niveau des compotes, faut faire attention parce que Je oui, mange pas de compote. oui, mais pareil, les compotes, c'est le même débat que les jus de fruits. C'est-à-dire qu'on pense qu'on mange des fruits, donc c'est bon pour la santé, sauf C'est très et sucré. c'est hyper sucré. Mm. Et donc, il faut que sur vos compotes, il y ait marqué sans sucre ajouté. Voilà. Bon, et je salue mon père qui me fait mon jus d'orange le matin, mon jus d'orange pressé, et merci papa. Messieurs, merci. Nelson, tu avais quelque chose à rajouter Ouais, peut-être? non, Oui. c'est juste pour un Oui. peu conclure, pour la démarche justement de Netflix de proposer des documentaires comme ça, je sais que c'est pas toujours le cas. Je vois les concurrents qui sont en France, Canal+ Infinity ou Ziv ou des trucs comme ça. C'est bien que ça se fasse. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Et donc, faut encourager ce genre de truc. Enfin, je vais pas faire de la pub pour Netflix, mais Je pense qu'ils n'en ont pas besoin. non. Ah, si, Si. parce que ça stagne un peu dernièrement, Ah. même si ça marche. Mais c'est vrai qu'il faut encourager ce genre de pratique, quoi, parce que Mais ceci. Oui, je vas-y. vois en France, il y a assez peu de chaînes qui le font vraiment. Arte le fait Mhm. de temps en temps, mais c'est comment dire, c'est moralisateur. Parce que la télé est très moralisatrice. Mhm. Là, c'est pas. En fait, il y a quelque chose, il y a une grosse différence entre reprocher quelque chose et donner envie de faire quelque chose. Et c'est ça qui fait le sel de ce documentaire-là. Bon, bah, tu as répondu finalement à la question que j'allais poser sur la valeur ajoutée de Netflix, de Netflix dans tout ça, puisqu'effectivement, j'allais dire, les télévisions proposent des programmes, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, et notamment des programmes américains pour ce qui concerne les chaînes principalement de la TNT et les chaînes comme Discovery, etc. Mais voilà, on a à travers Netflix peut-être un format qui est, comme tu le disais, moins moralisateur et Surtout peut-être un peu que ça plus propose réfléchi. des choses, j'ai l'impression, plus libres en fait. Le fait qu'ils se permettent eux-mêmes de produire des choses, en fait, déjà on a beaucoup de contenu qu'on ne verrait pas ailleurs, j'ai l'impression. Enfin, c'est quand même assez dingue. Ça, je l'aurais pas vu ailleurs que sur Netflix. Enfin, il y a 2-3 autres documentaires comme ça. Il y a genre Jiro Dream of Sushi, je crois que c'est un truc Netflix, qui est sur la vie d'un fabricant de sushi japonais, le plus vieux, le meilleur, voilà. Et c'est pareil, c'est très intéressant, ça donne très faim en plus. Et ça c'est formidable. Mais je trouve que Netflix se lance dans un truc qui est vraiment intéressant. C'est une bonne démarche qu'il faut soutenir. J'espère qu'ils continueront comme ça, qu'ils vont pas tomber dans des dérives un peu chelous. Pour l'instant, il n'y a pas de pub, il y a des contenus intéressants, donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à nos chroniqueurs, merci Marc, merci Baptiste, merci Nelson, merci Olivia, merci Hugo pour sa chronique, merci aussi à notre invitée Christine Stodenbach. Pardon ? Et merci Nico. Oui, merci. Vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes de Radio Rec sur notre site internet radio-rec.fr. Enfin, vous pouvez réagir, poser vos questions ou participer sur les réseaux sociaux. On vous y attend. En attendant la prochaine émission. À bientôt, bonsoir et bisous. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.